Bonsoir, nous sommes le lundi 11 janvier. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition du 7-8 Le Journal. Comme chaque jour, votre actualité locale, entourée de nos invités, mais également des journalistes de la rédaction. On commence tout de suite avec les titres de cette édition. Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, présente ses vœux aujourd'hui à Satori, quartier général du GIGN, une manière de saluer les différentes unités et de passer en revue les moyens utilisés lors des récents attentats. Samedi, enfin, a eu lieu le conseil d'installation de Saint-Quentin en Yvelines. Michel Laugier est reconduit président de l'agglomération alors que l'opposition quitte l'exécutif. Le point à suivre dans notre édition. Une avocate devenue humoriste dans notre chronique culture, rencontre avec Caroline Vigneault, nouvelle star montante du stand-up bientôt à l'Olympia. Et enfin, nous recevons dans ce journal Jacques Fournier, directeur d'itinéraire poétique de Saint-Quentin en Yvelines, et Ala Mohamed, poète et cinéaste syrienne. Bonsoir à vous deux. Vous allez nous parler de la soirée pour lutter contre l'obscurantisme au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines qui a lieu ce soir le 11 janvier suite aux attentats de Charlie Hebdo et du supermarché Hyper Cacher. Nous y reviendrons dans quelques instants. Et Saint-Quentin en Yvelines a élu samedi son président. Michel Laugier a été réélu avec 48 suffrages sur 50 possibles. Dans la foulée, les 11 vice-présidences ont été accordées aux élus de sa majorité. Avec 5 nouvelles communes entrantes, l'agglomération se trouve devant de nouveaux challenges. Retour sur ce conseil d'agglomération avec Patrick Jacques de Dixmude et Fanny Bourdillon. Depuis 10 heures. Michel Laugier a été réélu ce samedi président de la nouvelle agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Rebaptisée simplement Saint-Quentin en Yvelines, elle passe de 7 à 12 communes avec l'arrivée de Plaisir, les Clés-sous-Bois, Villepreux, Coignères et Maurepas. L'intercommunalité compte désormais 230 000 habitants. C'est une nouvelle aventure parce que c'est déjà un nouveau territoire. C'est un nouveau territoire avec d'autres enjeux. Regardez tout simplement, aujourd'hui nous avions 3 gares sur le territoire, nous en aurons 7. Nous avons 7 désormais. C'est un grand retour pour les villes de Plaisir, Maurepas et Coignères qui avaient quitté en 1984 l'intercommunalité qu'on appelait à l'époque la ville nouvelle. Après 30 ans d'absence, Maurepas intègre l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, la nouvelle agglomération. Et donc déjà c'est une fierté en tant que Maurepasien, parce que j'ai toujours cru dans cette intercommunalité et que c'était le sens de l'histoire, parce que c'est le même bassin de vie, avec pour la plupart des projets structurants. Les 11 vice-présidences ont été accordées aux élus de la majorité. L'économie et l'aménagement du territoire restent la priorité de Saint-Quentin en Yvelines. La culture et la santé sont déléguées à des conseillers communautaires. Les 5 villes entrantes héritent de postes importants, à l'exemple de Joséphine Coleman-Sberger qui obtient la première vice-présidence, alors que Plaisir entre à peine dans Saint-Quentin en Yvelines. Je suis aussi vice-présidente du département avec 3 délégations importantes. Donc je ne suis pas quelqu'un qui est là pour couper des rubans, je suis vraiment quelqu'un d'actif et j'essaie véritablement de mettre en place un véritable travail pour l'intérêt général. Un conseil d'agglomération qui ne s'est pas déroulé sans heurts. Les élus de gauche se sont estimés exclus de la gouvernance de Saint-Quentin en Yvelines et ont décidé de ne pas siéger et de ne pas voter. Et l'installation de la nouvelle agglomération de Saint-Quentin en Yvelines s'est faite sur fond de tension avec l'opposition. La gauche est exclue de l'exécutif. Écoutez les explications ainsi que les réactions des élus par Wilfried Réchy et Patrick Jacques de Dixmude. Depuis 10 heures, ce samedi 9 janvier, l'opposition ne siège plus dans l'exécutif de Saint-Quentin en Yvelines. Si la loi le permet, la pratique voulait que la majorité les associe en leur confiant plusieurs vice-présidences, du moins depuis 2002. Dans le passé, c'est ce qu'il y avait. Il n'y avait aucun vice-président de droite aussi. Donc il faut aussi qu'on soit raisonnable dans les propos que l'on peut tenir. Je maintiens bien sûr le Conseil des maires où les grandes orientations stratégiques seront données. Et en plus, donc, je souhaite que toutes les communes soient associées. D'ailleurs, aucune délibération dans l'agglomération de Saint-Quentin ne pourra être votée en l'absence d'une commune. Parmi les 12 communes que compte dorénavant Saint-Quentin, rappelons que 8 sont détenues par la droite et ses alliés. Je le disais tout à l'heure, en 40 ans de mandat, j'ai jamais vu organiser un travail comme ça. Et c'est la seule communauté d'agglomération où il y a ce principe. Moi, j'ai téléphoné partout, et partout, il y a un partage des responsabilités, ce qui n'empêche pas qu'il y ait une majorité. Lors de l'installation de la nouvelle agglomération, l'opposition n'a pas manqué de faire entendre sa colère en refusant de siéger. Elle dénonce aussi le choix de passer à 75 conseillers communautaires, ce qui l'empêcherait, selon elle, de se faire entendre lors des délibérations. Une nouvelle fois, puisque je l'avais déjà fait, j'en appelle à la raison. Je pense que notre territoire, et surtout les habitants, méritent qu'on ait un travail collectif.
Ce travail collectif, nous sommes disposés à l'avoir dans une gouvernance partagée avec des règles. C'est maintenant, vous savez, le cas dans l'immense majorité des intercommunalités. Aujourd'hui, cette installation fait figure d'anomalie. C'est le fruit de ce qui s'est passé dans les derniers mois en fait. Et la tension elle est montée ces derniers mois. On espère que Michel Laugier, deuxième version, sera plus ouvert que Michel Laugier sur la fin de la dernière mandature. J'espère en tout cas que les jours qui vont suivre, les semaines et les mois qui vont suivre, ne seront pas dans l'état d'esprit qui a présidé à la construction de cette nouvelle agglomération, c'est-à-dire qu'on revienne à un esprit de travail commun, d'élaboration commune du projet. Prochaine séance du Conseil d'agglomération le 30 janvier, une séance pour mettre en place les différentes commissions et qui devrait également être agitée. Enfin, nous ferons le point avec Wilfried et Richie ainsi que les élus demain dans le 7-8 politique. Et le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a choisi Satory pour présenter ses vœux à la gendarmerie nationale. Le quartier militaire de Satory abrite différentes unités, dont le quartier général du GIGN, le groupement d'intervention de la gendarmerie nationale. L'occasion de saluer les différentes unités très sollicitées en 2015 et de passer en revue les moyens utilisés lors des récents attentats. On écoute tout de suite William L. qui était sur place. C'est une année chargée qui s'achève pour les effectifs de la gendarmerie nationale auquel Bernard Cazeneuve est venu rendre visite cet après-midi au camp de base de Satory. Le ministre de l'Intérieur est venu présenter ses vœux à ses services et en a profité pour saluer le travail de ses effectifs sur le terrain en 2015 en rendant hommage aux représentants des forces de l'ordre tombés dans l'exercice de leurs fonctions. Le ministre a tenu également à rappeler la menace omniprésente terroriste sur le territoire français en annonçant qu'en 2015, il n'y a eu pas moins de 264 interdictions de sortie de territoire et 75 interdictions d'entrée. Bernard Cazeneuve a également rappelé qu'il y aura un nombre de 2137 nouveaux postes créés dans la gendarmerie nationale et a tenu à condamner fermement l'agression antisémite qui a eu lieu ce matin à Marseille. On écoute le ministre de l'Intérieur. Je veux avec la plus grande fermeté condamner cet acte de violence abjecte et remercier les policiers de la BAC qui sont intervenus rapidement pour mettre hors d'état de nuire l'agresseur. Je veux également rappeler que nous sommes dans un contexte de menace extrêmement élevé et cet acte témoigne, s'il en était besoin, du risque pour certains individus isolés qui n'étaient pas du tout connus ni des services de police ni des services de renseignement, de passer à l'acte sous l'influence de la propagande diffusée notamment sur les réseaux Internet par Daesh. Et jeudi dernier, c'était au tour de la commune de Bois d'Arcy de fêter ses vœux. Le maire de la ville, Philippe Bennassaya du parti Les Républicains, a prononcé un discours dans lequel il a fait le bilan de l'année passée, création d'un poste de police, développement de la vidéoprotection ou encore lancement de l'application smartphone de la ville. Et de se tourner ainsi vers l'avenir, le maire a souhaité que 2016 soit une année apaisée et la fin de toutes les tyrannies en France. En plateau ce soir, Jacques Fronnier, directeur d'itinéraire poétique à Saint-Quentin en Yvelines, et Ala Mohamed, poète et cinéaste syrienne. Bonsoir. Alors vous organisez ce soir une soirée pour lutter contre l'obscurantisme au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines à 19h30 suite aux attentats de Charlie Hebdo et du supermarché Hyper Cacher qui ont eu lieu l'année dernière. C'est un petit peu il y a un partenariat également avec Amnesty International, le Pen Club et la Maison des journalistes. Alors cette soirée était initialement prévue le 15 novembre, mais du coup elle a été reportée suite aux attentats de l'année dernière. Ça a une symbolique de le faire du coup en ce moment à la veille. Oui, c'est-à-dire que normalement cette manifestation a lieu tous les 15 novembre depuis 5 ans. C'est une journée, c'est la journée internationale de l'écrivain en prison, ce qu'on sait très peu en France et ça fait 40 ans, 30 ans, 40 ans que ça existe. Et nous, on s'est emparé de cette thématique parce que ça correspond complètement à l'engagement que je prête et que je sais être celui des poètes à travers le monde. Et donc l'annulation de la manifestation le 15 novembre, et ça aurait dû être avec la ville de Voisins, et je regrette que ce partenariat n'ait pu aller au bout. Voilà, pour fait d'attentat, on a dû arrêter cette manifestation, ne pas la réaliser. Donc on l'a déplacée. Et en cherchant une date et un lieu inévitablement le plus vite possible, Lionel Massetta, le directeur du théâtre de Saint-Quentin en Yvelines, me dit « Écoute, mon théâtre est libre le 11 janvier ». J'ai dit oui tout de suite, mais honnêtement, sans réflexion. Et c'est après, je me suis dit, c'est quand même incroyable que cet événement, je le reporte le 11 janvier, c'est-à-dire un an, jour pour jour, après
les manifestations qui ont mis dans la rue des millions et des millions de personnes qui se disaient Charlie. Et quand on entend hier dire que place de la République, il n'y avait que quelques milliers de personnes pour les derniers instants de commémoration des attentats de Charlie, de l'assassinat de la jeune policière et de l'hypercachère, on se dit il y a quand même un problème. Donc je me dis c'est bien qu'avec cet événement, on redonne de la vigueur à notre petit niveau, on est rien là-dedans, à notre petit niveau, qu'on redonne une vigueur à cet engagement que l'on porte en soi avec force, avec énergie, avec nos invités, dont Allah, qui au mois de novembre a rencontré collégiens et lycéens sur le territoire. Alors justement, c'est la première fois que vous participez à cette soirée à la Mohamad. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous investir justement aux côtés de M. Fournier ? C'est la première fois, oui, et je remercie beaucoup Jacques Fournier de m'avoir invité. Moi, je trouve qu'on est tous liés dans ce monde par notre acclamation et aspiration à la liberté d'expression, c'est-à-dire que je sois syrienne ou lui français, on porte la même cause humaine. Et l'épreuve, ce qui se passe en France en ce moment-là, malheureusement, ça fait 5 ans qu'on subit et qu'on souffre de cela en Syrie. Et les citoyens syriens pacifiques, et ils sont tous les jours confrontés aux menaces terroristes, le terrorisme de l'État, d'un régime qui vraiment emprisonne et essaie d'étouffer la révolution pacifique qui a démarré pacifique des Syriens. Et je faisais partie moi-même, et beaucoup de Syriens, ou les extrémistes qui sont rentrés la Syrie, la violence, vous savez, il appelle à la violence. Donc, moi, j'ai vu que c'est la même cause. On porte les mêmes idéaux, les mêmes idées. On mène le même chemin. Tous les chemins doivent mener à la liberté d'expression. Et là, je suis très touchée d'être invitée à participer à cet événement. Alors justement, la liberté d'expression, c'est le thème autour duquel va se dérouler la soirée. Comment ça va un peu se passer justement vers plusieurs interventions? Il y a des poètes, il y a des musiciens. Oui, il y aura d'abord un duo Iringa, qui est un duo d'artistes, de jeunes artistes qui ont écrit une chanson l'an dernier, juste après les attentats, et me l'ont proposé. Je dis oui, venez avec la guitare. Vous serez accompagné par André Stocchetti, le flûtiste qui accompagnera toute la soirée, qui ponctuera la soirée de ses flûtes. Et il y aura 2 autres invités, Diana Kizimana, jeune journaliste burundaise, qui attend de savoir si elle peut avoir son droit d'asile, et Maxime Ndebeka, qui depuis 35 ans vit en France et n'a de cesse de condamner ce qui se passe dans les pays d'Afrique et principalement au Congo, son propre pays. Et il y aura aussi des jeunes du club Jeunes Théâtre et Poésie de Voisins qui viendront dire des textes qui sont extraits de l'exposition que l'on prête tous les ans au collège et lycée, quelques nouvelles de Derrière les barreaux, qui permet aux jeunes de garder, de prendre le lien, de prendre langue et de prendre lien avec les poètes du monde, puisque cette exposition présente des poètes du monde entier qui, à un moment ou à un autre dans leur vie, depuis le début du XXe siècle, ont connu ou connaissent encore la persécution. Savoir que nous, on ne s'arrête pas à la parole des poètes dans cet événement-là. Il y aura donc une journaliste. Allah est aussi cinéaste. Sa parole est intéressante aussi, importante aussi dans ce domaine-là. Pour moi, c'est important de pouvoir couvrir un petit peu tout ce champ, tout en gardant l'idée de la langue. Et cette soirée sera dédiée à Ashraf Fayad, ce jeune poète palestinien qui est condamné à mort pour apostasie en Arabie Saoudite, et autour duquel de nombreux mouvements se mettent en place, avec le Pen Club, avec la Maison des écrivains et de la littérature, la Biennale internationale des poètes en Val-de-Marne, le Printemps des poètes, l'Union des poètes. Voilà, il y a différents événements qui vont avoir lieu là prochainement, encore en janvier, et on est complètement investi avec eux pour défendre Ashraf Fayad. Et je sais très bien, et Allah me le dira, et on a eu l'occasion de participer à une soirée ensemble qu'elle a organisée à l'Institut des cultures d'islam à Paris. Il y a des poètes dans tous les pays et en Syrie
qui sont emprisonnés actuellement et qui sont torturés, qui sont condamnés à mort, qui ne reverront peut-être jamais la lumière du jour. Et on prend parole pour eux, on prend langue pour eux, parce que c'est important. Il y a un message, peut-être un témoignage spécifique que vous allez apporter ce soir à la Mohammad, du fait aussi de votre activité de cinéaste, quelque chose que vous allez mettre en avant? Juste, je voulais dire que ce qui se passe ailleurs, moi je trouve l'humanité, c'est une existence harmonieuse. Quand on touche à la vie, quelque part, qu'elle soit ailleurs, pas chez nous, ça veut dire chez nous, et souffre de ce manque d'une vie humaine ailleurs. Ce que je veux dire, que ça fait 5 ans qu'on crie en Syrie, on subit vraiment une violence atroce. Et pour ça, on peut être très touché par tout ce qui se passe en France en ce moment-là, parce qu'on sait qu'est-ce que ça veut dire, cette souffrance. C'est un moyen aussi de mettre en lumière ce qui se passe en Syrie et qui peut être parfois oublié. Oui, c'est un moyen d'être ensemble, vraiment d'être ensemble. Et la France, c'est un pays qu'on aime beaucoup, qu'on aimerait bien ensemble aller vers notre but de stopper cette vague d'extrémistes qui envahit le monde. Eh bien, ce sera notre mot de la fin. Merci beaucoup à vous deux d'être venus en plateau et de nous avoir parlé de cet événement. Merci de nous avoir accueillis. Alors, je le rappelle, la soirée Dire non à l'obscurantisme aux intégristes, c'est au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines. Ce soir, à partir de 19h30, l'entrée est libre. Vous êtes donc les bienvenus. Et un hommage ce week-end à Clarissa Jean-Philippe, cette jeune policière municipale tuée le 8 janvier 2015 à Montrouge. Désormais médaillée de la Légion d'honneur, elle aura aussi un square et une rue à son nom à Carrières-sous-Poissy. Originaire de la Martinique, elle habitait dans cette ville des Yvelines depuis 2009. Samedi après-midi, les élus de la ville et des membres de sa famille ont inauguré ce square en son souvenir. Un reportage de Fanny Bourdillon. Cérémonie émouvante ce samedi à Carrières-sous-Poissy. Un square a été renommé au nom de Clarissa Jean-Philippe, la policière tuée à Montrouge par Amédi Koulibaly. Élus, familles et riverains sont venus lui rendre un dernier hommage. C'est très important, comme ça on n'oublie pas. Elle reste dans les mémoires et ça a eu de beaux discours et c'est vraiment touchant et elle restera dans notre cœur. Il y a un grand vide, parce que c'était une collègue, une amie, il y a un grand vide. Ils ont fait de belles choses pour Clarissa. Elle serait contente. Elle est contente, je pense. L'aire de jeu se situe au pied de l'immeuble où vivait la jeune policière dans le quartier des Bords de Seine. Un endroit qu'elle appréciait tout particulièrement. La mère de la jeune fille, qui a fait le déplacement de la Martinique avec son fils, se souvient. Comme elle habitait là, et puis c'est ici qu'elle faisait son footing, elle faisait tout. Elle venait pour se ressourcer de la Martinique qu'elle ne voit pas encore, qu'elle ne voyait pas. Ma cousine et moi, on est venus avec elle, elle nous a emmenés partout. On a vécu partout ici, là. Et puis là, je vois qu'ils ont fait ça. C'est comme si je revois ma fille assise au parc. Un an après sa disparition tragique, le meurtre de Clarissa dans l'exercice de ses fonctions relance le débat sur l'armement des policiers municipaux. Une mesure annoncée par François Hollande quelques jours après les attentats du 13 novembre. Aujourd'hui, on a des terroristes qui sont prêts à tuer de manière gratuite avec des armes de guerre. Donc forcément, à minima, il faut armer nos policiers. Il était temps que le pouvoir politique donne cet ordre. Clarissa Jean-Philippe fait partie des 148 victimes du terrorisme qui ont trouvé la mort en 2015 sur le sol français. Et nous retrouvons comme chaque lundi Séphora Namani pour la chronique culturelle. Bonsoir Séphora. Alors aujourd'hui, vous allez nous dresser le portrait de Caroline Vigneault. Qui est-ce ? Exactement. Alors Caroline Vigneault, j'ai eu la chance de la rencontrer vendredi dernier avant qu'elle ne monte sur la scène du théâtre Espace Coluche de Plaisir. Très bon spectacle d'ailleurs qui a fait salle comble 800 places. Alors Caroline Vigneault a toujours aimé les spectacles en public parce que dès petite, elle se battait lors des kermesses d'école pour être celle qui ferait les poésies en public ou les lectures à l'église. Mais elle a découvert le pouvoir de faire rire un peu plus tard. On l'écoute. Quand j'étais avocate, je suis rentrée dans une troupe qui s'appelle la Revue de l'UJA, qui est l'Union des jeunes avocats. Et là, pendant ces 3-4 années où je l'ai fait, on écrit des sketchs sur le milieu du barreau de Paris, et on fait des blagounettes comme ça.
et assez sympa. Et c'est un beau spectacle qui joue dans des beaux théâtres. C'est comme ça que j'ai fait La Cigale, le théâtre de la Porte Saint-Martin. Et la première fois où un de mes sketchs est passé, enfin la première fois, toute première fois, la première vanne qui a fait rire, j'avais envie d'arrêter le sketch et de dire aux gens, attendez, ça vous a fait rire? Mais c'est fou, c'est moi qui ai inventé la vanne. C'était vraiment magique. Et là, j'ai ressenti le pouvoir que ça pouvait faire de faire rire les autres. Et je me suis dit, ah ouais, c'est génial. Alors, ce n'est pas banal, une humoriste qui était, avant de devenir humoriste, avocate. Oui, exactement. Elle est diplômée de Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Elle avait une très bonne situation. Elle travaillait même dans un gros cabinet américain. Et puis en 2005, elle a même été lauréate de la conférence de stage du barreau de Paris, qui est un concours d'éloquence et qui lui a permis pendant 1 an derrière d'être commise d'office aux assises de Paris et de pouvoir plaider différentes affaires de braquage, de meurtre ou de viol. Et puis un jour, pour elle, se produit un déclic. En fait, j'ai perdu mon grand-père et le jour où il est décédé, j'ai réalisé que moi aussi j'allais mourir. Ce que je n'avais pas du tout pensé avant. Et à ce moment-là, je me suis dit, est-ce que comme si ça m'arrive comme mon grand-père d'être sur mon lit de mort et que je fais le bilan de ma vie, est-ce que j'aurais fait tout ce que je voulais faire? Et c'est là où j'ai réalisé qu'il fallait absolument que je fasse ce dont j'avais envie avant qu'il soit trop tard. Et c'est là où j'ai décidé de démissionner et de changer de vie. C'est Confucius qui disait un truc qui a marqué ma vie, mais j'ai découvert la phrase après, qui dit qu'on a 2 vies. Et que la deuxième commence le jour où on se rend compte qu'on n'en a qu'une. Et ça, c'est l'histoire de ma vie, en fait. Alors donc, dites-moi si j'ai bien suivi Sephora. En 2008, elle se reconvertit. Et puis très vite, en 2009, elle présente son premier one-man show, Il était une fée. Et 1 an après, elle propose son 2e stand-up, Caroline Vigneault quitte la robe, dans lequel elle évoque les difficultés d'être une femme dans les milieux machistes. Oui, c'est ça. Alors, elle parle effectivement de la cause féminine en général, mais également des dysfonctionnements du milieu judiciaire, ceux de la police, de Pôle emploi aussi, et même de sa mère. C'est très cash, on regarde. C'est bien le théâtre, hein? Alors, vous imaginez la première fois où j'ai revêtu la robe? J'étais heureuse, j'étais fière, j'étais commise d'office. Ça veut dire que je suis obligée de le faire. Et que je ne vous coûte rien. Voilà. Pardon? C'est mieux qu'une pute. Allez, dis-moi, mon cuicui, là, est-ce que tu kiffes? Enfin, je vous rassure quand même, attention, quand j'étais avocate, j'ai pas non plus défendu que des débiles. Ah non, j'ai aussi défendu des innocents. J'aime bien mettre le point là où ça fait mal et puis dire, attendez les gars, là. Et on peut, pour montrer les choses qui vous énervent, utiliser l'humour. Je trouve que c'est même d'ailleurs assez efficace, notamment, par exemple, sur des sujets féminins qui me touchent beaucoup, les femmes enceintes qui se font virer de leur boulot, ou les femmes battues, ou de façon un peu plus intéressante, la recherche de l'orgasme chez les femmes d'aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas de nos grands-mères. Mon message dans mon spectacle aujourd'hui, c'est sur l'accomplissement de ses rêves. Et c'est ce que je termine d'ailleurs mon spectacle en disant ça. Je dis, si vous avez la possibilité et que vous avez des rêves, allez-y, foncez, vivez-les. Parce que vous allez réaliser un jour, vous n'avez qu'une vie. Alors ça marche vraiment fort pour elle. Elle a été chroniqueuse pour Stéphane Bern, pour Anne Roumanoff. Son spectacle a rempli soir après soir pendant plus d'1 an la Comédie de Paris et le Palais des Glaces. Là, elle entame une tournée dans toute la France. Plaisir était d'ailleurs sa première date. Le 22 et 23 avril prochain, elle sera d'ailleurs à l'Olympia, consécration quand même ultime pour un artiste. Elle vient de sortir son DVD et on pourra en décembre prochain la retrouver sur grand écran dans un film qu'elle vient de tourner de Nicolas Benamou, aux côtés d'André Dussolier, José Garcia et Florence Foresti. Mais décidément, tout lui sourit. Merci Sephora. Vous disiez que c'était un bon spectacle, vous-même, vous l'avez apprécié? Exactement, très bon spectacle, on a beaucoup ri. Vous nous le conseillez? Oui, vraiment, allez-y. Eh bien voilà, ce sera la référence de la journaliste culturelle, alors attention à ne pas manquer. Et dimanche 10 janvier, le magazine Carrefour de Saint-Quentin en Yvelines accueillait en exclusivité Anna Todd. Alors Anna Todd, c'est une jeune écrivaine phénomène venue de l'Ohio. Anna Todd a été téléchargée plus d'1 milliard de fois sur Internet pour sa saga After. Elle revenait dédicacer le premier tome de sa nouvelle saga Before, sortie jeudi en France. Les lectrices étaient au rendez-vous par centaines. Arrivées très tôt le matin, la file d'attente s'étirait sur plus d'une 50aine de mètres de long. C'est mon moment préféré, ça me permet de sentir l'intérêt que les gens me portent. Beaucoup de gens sont venus, leur présence est vraiment incroyable pour moi. J'ai pas les mots, c'est mon auteur préféré, c'est tellement exceptionnel de la rencontrer, genre ça me fait trop plaisir de pouvoir la voir en vrai, de pouvoir lui parler, lui dire que ses livres ils sont incroyables, parce que franchement c'est trop cool.
Et c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de nous avoir suivis. Tout de suite, vous retrouvez les résultats sportifs du week-end et un entretien exclusif avec le basketteur ignimontain Tommy Ségor dans le 7-8 Sport présenté par Mickaël Elmidoro. Demain à suivre le 7-8 politique également présenté par Wilfried Richy. Nous reviendrons sur la nouvelle agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Quant à moi, je vous retrouve demain pour le journal. Je vous souhaite donc une très bonne soirée.